Oui, bien sûr. Alors, comme je l'ai annoncé à l'ouverture de cette chaîne, je souhaite pouvoir engager des discussions sur des dispositions concrètes prises à l'échelle européenne et qui ont une incidence directe sur les populations, sur les conditions d'existence des individus. Il m'a semblé utile et symbolique de débuter par un thème qui parle à tous, mais qui est particulièrement cher à la culture française et qui est celui de l'alimentation. Avec ce questionnement simple: vers quoi se dirige-t-on en Europe pour demain? De quoi et comment se nourrira-t-on au vu des orientations actuellement prises? Alors, pour pouvoir répondre à ces questions, il nous faut déjà nous pencher sur la thématique agricole, qui est en fait le préalable à ce qui finit par atterrir dans nos assiettes et dans nos verres, et qui est l'objet de ce premier épisode. C'est exact, et la structure, loin de l'admettre, s'en défendrait certainement. Cela mérite donc quelques éclaircissements. Il y a d'abord une première illusion dans laquelle le public est entretenu, qui est celle de la sécurité alimentaire de l'Union, qui est tenue pour acquise, mais qui est implicitement assimilée, et là à tort, à une autosuffisance alimentaire européenne. C'est-à-dire l'idée que parce que nous ne manquons de rien, que le ravitaillement est bel et bien assuré, ça, personne ne le conteste, il est en raison d'une autosuffisance européenne. Ce qui serait même plus qu'une autosuffisance, puisqu'on s'emploie à faire la promotion d'une Europe tellement riche et excédentaire qu'elle serait le premier exportateur mondial de produits agricoles. Or, il s'agit là de raccourcis et un peu hâtifs et de rapprochements qui sont trompeurs, parce que nous ne sommes absolument pas en situation d'autarcie. La sécurité alimentaire européenne repose de plus en plus sur le marché international et sur son bon fonctionnement. Et si l'Europe est en valeur le premier exportateur mondial de produits agricoles, il faut bien comprendre qu'elle est également le premier importateur. Et lorsqu'on regarde de plus près la balance entre ce qui entre et ce qui sort, il existe un déficit préoccupant, aussi bien en termes de protéines que de calories. Pour schématiser, certes, l'Europe vend bien certains produits coûteux comme ses champagnes et vins de grande valeur, mais pour ce qui est de nourrir concrètement, les estomacs européens, les ventres européens dépendent largement de l'extérieur, et ça, il faut le garder à l'esprit. Même pour les céréales, plus de la moitié de ce qui est produit sur sol européen, par exemple en blé et en maïs, n'est pas destiné à la consommation humaine, mais à l'alimentation animale. Et encore, je ne parle même pas des surfaces de culture qui sont destinées à la production de biocarburants, type éthanol, et qui sortent donc du circuit alimentaire. Il y a un deuxième élément fondamental, et avec quelques chiffres de base, vous verrez que chacun sera amené à conclure de lui-même. À l'heure actuelle, l'agriculture mobilise 4% seulement de la population active européenne. Et ce chiffre, déjà bas, tient compte de la situation des pays de l'Est et des États balkaniques, où l'activité agricole est encore prédominante. Sur cette population, près d'un tiers était âgé de plus de 65 ans en 2020, ce qui veut dire qu'arithmétiquement, la part d'agriculteurs dans la population active est vouée à décroître dans le temps, pour ne pas dire à s'éteindre. En face de cela, le montant annuel alloué à la PAC, la politique agricole commune, représente plus de 30% du budget de l'Union, pour quelque chose qui correspond à moins de 2% du produit intérieur brut européen. Je récapitule pour que tout soit clair. En fait, donc 4% de la force active européenne produit 2% de la valeur intérieure européenne, mais mobilise plus de 30% du budget de la structure. Je crois que la conclusion s'impose. Aux yeux de l'institution, de façon parfaitement froide, purement comptable, le retour sur investissement n'y est pas, n'y est plus. Je voudrais d'abord dire qu'il y a effectivement quelque chose de touchant, voire de navrant, dans ces images de procession de gros tracteurs auxquels le public a été sensible. Mais je serais tenté de dire que cela faisait plutôt songer aux évocations hollywoodiennes
des convois de paisibles brontosaures juste avant leur extinction, ce qui est plutôt mauvais signe. Aucun doute dans tous les cas, cela n'a certainement pas changé la posture ni les intentions de l'Union. En dehors d'éléments cosmétiques et de pure communication, l'institution européenne n'entend absolument pas modifier ses orientations agricoles qui sont en fait le fruit de l'arbitrage entre trois composantes: l'agriculture, la biodiversité et la doctrine de libre-échange. Et dans ce trio, les deux derniers thèmes prennent largement le dessus sur l'agriculture. Dans cet affrontement idéologique, les agriculteurs européens sont le maillon faible, sont l'élément captif. Ils sont effectivement, eux, en première ligne et subissent de plein fouet le poids des décisions européennes, mais nous-mêmes, en tant que consommateurs, nous en faisons aussi les frais. Alors, je vais tâcher d'expliciter le poids, la double prégnance à la fois environnementale et libre-échangiste. L'imprégnation, je dirais, écologique militante de la structure européenne rend en fait l'agriculture fondamentalement suspecte, voire même coupable, dans sa fonction première de nourrir les hommes. Elle est en cela une offense à la nature. Il faut lire les textes européens et voir les expressions qui sont extrêmement fortes et répétées en boucle. J'en cite quelques-unes dans l'ouvrage que vous connaissez maintenant, L'individu dans l'Europe promise, pour ces expressions pour déclarer que la production de denrées alimentaires entraîne une pollution généralisée de l'air, de l'eau, des sols, contribue au réchauffement climatique, entraîne des pandémies, puisque le lien a été établi entre déforestation, agriculture intensive et pandémie, consomme des ressources naturelles de manière excessive, bref, est une nuisance et qu'à ce titre, elle doit être étroitement encadrée, surveillée, circonscrite. On comprend vite que la fonction d'agriculteur n'est pas accueillie avec respect ou bienveillance par la structure. Elle est juste tolérée parce que jusqu'à présent, on ne peut faire sans. Mais c'est une profession qui doit être maintenue sous étroite et stricte surveillance. Ce à quoi l'institution est parvenue au moins en Europe, dans la mesure où l'exploitant agricole d'aujourd'hui est devenu totalement captif du régime d'aide, ne pouvant vivre du seul produit de son exploitation. La pression environnementale ne cesse de s'accroître jusqu'à des dispositions récentes qui, au nom de la biodiversité, reviennent à forcer l'exploitant non seulement à réduire son volume de culture, avec mise en jachère contrainte, prairies permanentes imposées, multiplication d'éléments non productifs sur les terres arables, mais encore à neutraliser des portions de plus en plus importantes de sa surface agricole. J'évoque notamment le cas de la remise en eau obligatoire de surfaces qui avaient été jusque-là drainées. À l'époque, on appelait ça assainir des zones insalubres. On parlait de valorisation des terrains, donc on mesurait déjà l'écart. Il s'agit de revenir en arrière sur quelque chose qui, à l'époque, était considéré comme un progrès. Mais également, on encourage, on engage les agriculteurs à maintenir des obstacles naturels et des accidents de terrain qui entravent la culture, voire même on les oblige à en générer de nouveaux. On parle à cet égard de particularités topographiques à haute diversité biologique. C'est ça l'expression consacrée. Tout ça pour désigner des fossés, des murets, des trous, des ravines, des mares, des haies, etc. Il faut neutraliser en fait 10%. Pour l'agriculteur, il faut neutraliser 10% des surfaces cultivables pour cela. Je ne sais pas si les gens réalisent bien ce que cela signifie. Pour un particulier, c'est comme si on lui demandait sur un appartement de 100 mètres carrés de neutraliser une chambre dont il aurait besoin pour un de ses enfants, pour n'y garder que les toiles d'araignée et la poussière, mais en continuant d'y payer les impôts et les charges. Eh bien, certains ont pu croire en 2022, au moment du déclenchement officiel du conflit en Ukraine, que cette disposition européenne, qui venait tout juste d'entrer en service avec la réforme de la PAC de 2021, allait purement et simplement être retirée par prudence, afin de se garantir la pleine capacité productive sur le sol européen, à toutes fins utiles, justement, dans le sens de cette souveraineté alimentaire européenne. Et effectivement, l'institution a consenti à des remises en culture de jachères sans pénalité pour 2022, pour 2023,
Mais pas depuis, car pour 2024, la disposition n'a pas été prolongée. Dans le même ordre d'idées, la révision du règlement de la PAC qui a été adoptée, cette révision qui a été adoptée dans l'urgence au printemps 2024, à la suite des mouvements de contestation dont nous parlions, témoigne bien de l'inflexibilité de la structure sur le sujet. D'abord, il est instructif de noter que le texte rédigé à la hâte, alors que les pneus brûlés et les tas de fumier étaient déversés à Bruxelles, eh bien, ce texte débute quand même par cette remarque lunaire à propos de la nouvelle PAC qui dit, je le cite, « Globalement, la nouvelle approche fonctionne bien ». On se demande pourquoi les gens sont dans la rue, ça en dit long dans tous les cas sur cette forme d'autisme et de mauvaise foi de la structure. Alors, certains ont cru voir une forme de concession dans la modification de la norme BCAE 8. Alors, BCAE 8, dans le jargon, au sens de bonnes conditions agricoles et environnementales. Ce sont ces règles, ces normes, BCAE, bonnes conditions agricoles et environnementales. Le jargon technique est parfaitement révélateur de ce compromis qui est souhaité entre la partie agricole et la thématique environnementale. La BCAE 8 est précisément celle qui impose l'obligation de consacrer une part minimale des terres arables à des éléments non productifs. Et il est vrai que pour la mise en place de nouveaux obstacles aux cultures, l'institution a opéré un léger glissement de l'obligation vers un peu d'incitation financière via ce qu'on appelle les éco-régimes, qui sont des paiements à part pour des réalisations engagées par les exploitants dans le sens de la norme. Mais le sens de la norme n'a pas changé et son caractère contraignant non plus. Le texte réaffirme bien au contraire le maintien de l'obligation de protection des obstacles existants, par exemple l'interdiction de coupe des haies, des arbres, etc. C'est juste en ce qui concerne le devoir d'en générer de nouveaux obstacles que Bruxelles tente finalement d'appâter les exploitants avec en gros une poignée de pièces jaunes. Je crois qu'il n'est pas excessif de considérer que dans le contexte géopolitique actuel, plutôt tendu, il est fou, voire suicidaire, de légiférer en vue de réduire les surfaces productives. Or, ce qui apparaît, c'est qu'en dépit des contestations, en dépit des évidences, l'idée même de remise en question de ce principe fou d'attrition des moyens agricoles ne paraît absolument pas effleurer les décideurs européens. De plus, dans le même temps, et là nous abordons l'influence du deuxième pôle doctrinal auquel se heurte l'agriculture européenne, l'institution continue de faire la part belle aux logiques libre-échangistes et aux stratégies de négoce internationales. Prenons toujours le cas de l'Ukraine, qui représente un fort potentiel agraire. Attention, pas au sens de petites exploitations traditionnelles, mais au sens d'un pays où l'intégration et la concentration agricole sont extrêmement poussées. Il faut se rendre compte, par exemple, que la taille moyenne d'une exploitation là-bas est de 1300 hectares. Pour mémoire, en France, c'est 65 hectares. Et même si je prends les États-Unis, ça n'est jamais que 170 hectares. Donc on mesure bien l'écart entre 1300 et ce que je viens de dire. Et bien sûr, ces énormes exploitations sont déjà surinvesties par les multinationales. Je donne cet exemple, mais il y en a tellement d'autres. Un groupe saoudien possède par exemple 200 000 hectares de surface agricole en Ukraine. 200 000 hectares, c'est en proportion, en gros, la surface du département des Yvelines. C'est pas négligeable. Alors avec des rivaux de ce poids, on comprend la crainte des producteurs européens, notamment de ceux des États qui sont immédiatement riverains, comme les Polonais. Et de fait, on assiste à la déferlante de production largement transgénique de maïs, de blé, de colza, de betteraves sucrières, de tournesol, de pommes de terre, etc., dont l'import a littéralement explosé depuis 2022, depuis que l'Union européenne a suspendu tout droit de douane et tout contingent sur les importations ukrainiennes. Elle l'a fait en 2022, elle l'a fait en 2023 et elle l'a renouvelé en 2024 malgré les protestations des acteurs de la filière en Europe. Tout cela sous le couvert officiel et impérieux d'une soi-disant nécessité de soutenir l'Ukraine. C'est l'expression consacrée, nécessité de soutenir l'Ukraine, qui figure d'ailleurs noir sur blanc, y compris dans le récent texte censé assouplir les contraintes pesant sur les agriculteurs européens. C'est dire l'état d'esprit.
la considération géopolitique, le parti pris ont primé sur l'intérêt des acteurs et des populations européennes. En dehors de l'Ukraine, les cas spectaculaires se multiplient et s'amplifient sur ces derniers mois avec les différentes ratifications d'accords de libre-échange conclus entre l'UE et successivement le Vietnam, la Thaïlande, le Kenya, le Mexique, le Chili, la Nouvelle-Zélande. Tout ceci montre bien quel est le sens arrêté par l'Union en matière agricole. Prenons juste le cas de la Nouvelle-Zélande qui est particulièrement caricatural. L'accord a officiellement été présenté comme un exploit en matière de développement durable. Or, tout ce qui transite depuis la Nouvelle-Zélande doit traverser, rappelons-le, 22 000 km d'océan, soit un voyage de 6 semaines de cargo avant de débarquer ici. Mais dans tous les cas, notons à quel point la grande distribution était fin prête, car la mise en œuvre n'a pas tardé, cela n'a pas traîné. Certains observateurs avisés auront peut-être noté que les barquettes d'agneau pour Pâques en supermarché étaient déjà majoritairement en provenance de Nouvelle-Zélande, vendus avec des produits vendus comme de la viande fraîche, en dépit du voyage, tout simplement parce que le voyage se fait en soute dans des bains d'azote liquide. Alors chacun sera juge quant à la qualité des produits, mais disons qu'en matière d'aberration écologique, il faut se pincer pour se dire qu'on ne rêve pas. Outre la viande, la Nouvelle-Zélande, c'est également le lait, avec la firme Fonterra, qui est tout simplement le premier négociant mondial de lait sous toutes ses formes, y compris en poudre pour les productions industrielles, ce qui d'ailleurs se prête le mieux au transport par voie maritime, c'est moins lourd et que ça c'est plus apte à la conservation. Pour que les choses soient claires, ici, nos producteurs laitiers ont droit à des quotas laitiers, c'est-à-dire à des limites de production. Et dans le même temps, la même structure européenne a négocié une ouverture totale aux géants industriels du secteur, un géant néo-zélandais, qui est donc à l'autre bout du monde, puisqu'en la matière on ne peut pas faire plus loin, c'est aux antipodes. Je crois que le message est clair. De même, on peut prendre l'exemple du Kenya. Impossible de trouver en saison des productions de nos Charentes, de Bretagne ou que sais-je. Mais par contre, les étals sont pleins de légumes du Kenya, par exemple pleins de haricots verts. Encore une fois, je ne parle pas de fruits exotiques. Je parle de productions concurrentes à celles de nos latitudes et qui sont fournies au même moment, donc à la place de nos propres productions. Je peux multiplier les exemples à l'infini, et toute personne qui se sera tant soit peu exercée à regarder les étiquettes de provenance des produits dans les magasins pourra facilement le vérifier par elle-même. Je le redis, quand on fait le bilan de tout cela, je crois que le message est parfaitement clair. Le sort de nos agriculteurs européens est tout sauf enviable. Plusieurs éléments de réponse. D'abord, une petite parenthèse concernant les accords de libre-échange que j'évoquais à l'instant. Comme effectivement l'Union a souvent des normes plus exigeantes que celles de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, elle a tout le loisir de mettre en avant, lorsque cela l'arrange, le risque d'être prise pratiquant des formes de barrières protectionnistes par le biais de ces normes. Elle peut se mettre à l'abri sous ce prétexte fallacieux pour justifier et préparer la venue en masse de produits agricoles extérieurs, quand bien même ils seraient de qualité inférieure à ses propres standards exigés ici. C'est ce qui a par exemple été fait avec le Chili, à l'égard notamment de la viande de poulet, parce que l'accès au lithium, à ce métal dont le pays regorge, valait bien à ses yeux, et surtout à ceux de ses industriels, cette concession faite à des dizaines de milliers de tonnes de poulet aux hormones, et dont les carcasses sont désinfectées au chlore, suivant les standards américains. Il ne s'agit malheureusement pas d'un cas isolé. La pratique est connue, le Parlement européen lui-même a encore récemment déploré le fait que les éléments agricoles fassent trop souvent l'objet de variables d'ajustement dans la conclusion des accords de libre-échange qui sont signés par l'Union. Concernant la question du bio, je vais la traiter plus spécifiquement dans la prochaine discussion. Mais j'apporte déjà un élément de réflexion en posant la question suivante. Savez-vous où se trouve la plus forte proportion de surface agricole bio d'Europe ? Bien, la réponse est en Espagne. En Espagne, 30% des surfaces exploitées sont à label bio. C'est considérable.
c'est plus de 4 fois plus qu'en France. Mais ce n'est pas n'importe où dans le pays. C'est concentré en Andalousie, dans la partie la plus au sud. Plus précisément dans la province d'Almeria, qui est une ancienne zone désertique, qui est toujours une zone désertique, mais où, parce qu'on siphonne les nappes d'eau souterraines, se sont multipliées les serres dans lesquelles sont produits la plupart des fruits et légumes bio hors saison qui viennent garnir les étals des grandes surfaces. La zone porte le doux nom de mer de plastique, il ne faut pas le dire trop vite. Les reportages abondent sur cette horreur, non seulement environnementale, ces 350 km² de serre, mais également sur la manière indigne dont sont exploités des migrants illégaux qui transitent depuis Gibraltar et qui vivent dans les serres comme des quasi-esclaves. Bon, indépendamment de ce fait indigne, le principe d'une zone de production intensive, fournissant l'ensemble de l'Europe, entre en contradiction avec l'esprit même d'une production biologique, qui théoriquement doit favoriser la dimension locale des approvisionnements. Alors qu'on me comprenne bien, il ne s'agit pas de tenir l'Union pour seule responsable de la pression des grands groupes ou de l'évolution de nos sociétés. C'est un fait que, par exemple, le phénomène de métropolisation, le fonctionnement contemporain des grandes villes, a donné un formidable coup d'accélérateur, et même un blanc-seing, aux grandes enseignes, en faisant disparaître les ceintures maraîchères qui existaient autour de chaque noyau urbain et garantissaient leur approvisionnement, notamment en produits frais. La pression de la construction, de l'immobilier est également responsable. Et donc c'est maintenant à ces échelles métropolitaines que s'accomplit le ravitaillement, et c'est ce qui explique ces colonnes de camions qui traversent l'Europe, qui sillonnent l'Europe pour livrer des productions espagnoles, qu'elles soient bio d'ailleurs ou pas bio. Et finalement, le bio, pour ces acteurs-là, est avant tout un générateur de marge, pas une conception éthique, pas une philosophie de la nature. Il est vrai aussi que les grandes enseignes ne peuvent pas s'articuler avec des fournisseurs qui ne soient pas à leur dimension, qui ne soient pas à leur échelle. Mis à part pour quelques coups de projecteur et quelques coups de com', on comprend bien que la grande enseigne de distribution ne va pas pouvoir commercialiser les œufs même les plus soignés d'un producteur qui en sortirait qu'une douzaine par jour. Ce n'est pas possible. La logique du système appelle le recours aux centrales d'achat, aux énormes plateformes logistiques, bref, à tout ce qui est du même ordre de grandeur, à la même échelle, ce qui facilite la politique d'enseigne qui est essentiellement assise sur les prix. De même, concernant les normes, qu'elles soient sanitaires, environnementales ou de bien-être animal, dans chacun des cas, il faut bien reconnaître que la réponse la plus logique et en phase provient du laboratoire comme de l'usine. Dans le système actuel, ce sont eux, laboratoires et usines, qui paraissent avoir un avantage sur les exploitations traditionnelles. Normes sanitaires, eh bien les plats préparés, les préparations industrielles garantissent leur respect jusqu'à même pouvoir proposer une nourriture dite fonctionnelle. On en reparlera plus tard dans une séquence suivante, c'est-à-dire une nourriture incluant des paramètres ciblés d'ordre médical. Nourriture pour les diabétiques, pour les gens ayant des affections cardiovasculaires, pour les gens qui ont des allergies ou des intolérances, etc. Pour les normes environnementales, eh bien, au même titre qu'avec l'usine pour la production d'objets, c'est bien la production agro-industrielle qui paraît la mieux à même d'y répondre, même si c'est au prix d'auxiliaires génétiquement modifiés. D'ailleurs, je vais traiter, rassurez-vous, l'offensive des nouveaux OGM qui arrivent en Europe sous la dénomination de NTG, les nouvelles techniques génomiques. Tout ça sera détaillé dans la prochaine capsule vidéo. C'est l'agroalimentaire, en fait, dans sa dimension industrielle, qui paraît le plus adapté pour optimiser les rendements, pour coller aux prescriptions voulues par l'Union, pour standardiser, bien plus dans tous les cas que les exploitants traditionnels qui, depuis Bruxelles, sont traités avec un mélange de méfiance et de mépris, dans tous les cas avec une incompréhension radicale. Il faut être conscient de la pression que subissent les agriculteurs, pris au piège entre les semenciers qui les bloquent avec des semences stériles, des droits exorbitants, etc., et les technocrates qui les enchaînent. L'alignement optimal, finalement, c'est celui offert par la grosse exploitation qui est déjà au standard industriel. C'est la seule à pouvoir être en phase dans le prolongement du circuit qui court depuis l'agro-business jusqu'à la grande distribution avec des échelles qui s'apparient. En l'état, et c'est malheureux, et je pense que c'est l'erreur fondamentale de l'Union,
eh bien, il n'y a pas de vraie place pour la production à petite échelle, soignée, faite avec goût et passion, en un mot, enracinée. Pour les normes de bien-être animal, eh bien, une fois encore, nous le verrons, la réponse toute trouvée réside sur les paillasses et dans les réacteurs industriels avec la nourriture dite cellulaire, c'est-à-dire une nourriture qui pourrait se passer de l'animal, qui pourrait se passer de l'élevage, à partir de produits issus de cultures cellulaires, élaborés suivant des procédés de laboratoire. Voilà, nous avons fait un premier tour, voilà pour ce premier tour d'horizon agricole. On aurait pu s'attendre à ce que l'Union européenne ait fait le choix d'être le garant du goût, de la qualité nutritionnelle, des propriétés organoleptiques des aliments. Elle ne l'a pas fait, et je le répète, c'est non seulement une erreur, mais c'est une maladresse, une faute. Elle a cédé à un double penchant, celui pour la pure police environnementale, joint à l'appât du gain, ce qui par une sorte de retournement dialectique produit l'exact contraire de tout ce qui était ambitionné, à savoir protéger la nature. Au final, tout ceci se solde par le fait de nous remettre tous sous la coupe du grand capital, de l'usine et du laboratoire, pour aller vers plus d'artifices, plus d'artificiels et donc d'antinaturel. Mais peut-être pour œuvrer en faveur de la nature, faut-il d'abord déjà aimer les hommes et s'en soucier. Or, je montre à quel point l'état d'esprit qui anime la structure européenne a atteint un degré de misanthropie, c'est le terme que j'utilise dans l'ouvrage, un degré de misanthropie particulièrement préoccupant. Nous y reviendrons. Tout n'est pas perdu, rassurez-vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt sur Europhilo pour notre prochaine discussion sur ce sujet de l'alimentation. D'ici là, portez-vous bien et surtout, soyez vigilants.